Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il y a des histoires qui vous saisissent dès les premiers mots, des parcours de vie où le courage, la fidélité et la passion se mêlent à la douleur, au dépassement et à l'amour. Dans cet épisode, nous avons eu l'immense chance de tendre le micro à Larissa Pauluy, cavalière belge de très haut niveau de dressage, présente à Tokyo puis à Paris. Une femme au parcours hors norme, façonnée par les épreuves de la vie autant que par son incroyable résilience. Ce rêve olympique, Larissa ne l'a pas porté seule. Avec Flambeau d'abord, son cheval aussi complexe qu'exceptionnel, et surtout à son mari, à qui elle avait fait la promesse d'emmener ce cheval-là, ce couple-là, jusqu'aux Jeux de Paris. Quelques semaines à peine avant Tokyo, Grégoire est décédé, sans avoir pu la voir dérouler le Grand Prix. Mais Larissa est convaincue qu'il continue de veiller sur elle, quelque part là-haut, de la guider à chaque foulée. Dans cet échange, elle revient sur les débuts d'une cavalière souvent cantonnée aux jeunes chevaux, sur les rencontres et les opportunités qui lui ont peu à peu ouvert le chemin vers l'élite mondiale. Elle nous parle aussi de son rôle de mère, de ses filles qui l'ont portée, peut-être même sauvée, et de cet équilibre qu'elle a su préserver entre sa vie de femme et ses ambitions sportives. Un épisode fort, pudique et bouleversant. Une conversation marquante avec une femme d'exception qui incarne avec humilité ce que l'équitation peut offrir de plus profond, le lien, la foi, la patience et surtout l'amour comme moteur. Allez, c'est parti, bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour Larissa Pauluy. Merci beaucoup de prendre un peu de temps au milieu de cette Coupe du Monde avec Italian pour vous, où vous avez commencé à vous illustrer ce matin sur la piste internationale. On est vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, déjà parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de dresseur sur I'm an Equestrian, et c'est important pour nous aussi de mettre en avant toutes les disciplines et de mettre en avant le dressage surtout. Larissa, vous avez un parcours qui est remarquable, je trouve, par la constance, par votre exigence, par votre passion qui vous anime. Vous allez nous dire qui vous êtes et par quoi est-ce que vous êtes passé, mais je vais quand même faire une petite rétrospective, vous allez me dire si j'ai eu juste. Vous avez commencé à monter à cheval très jeune et vous avez eu très jeune de bons résultats puisque vous avez été championne nationale de Belgique en catégorie poney en 96, puis en junior en 97 et l'année suivante, vous représentiez déjà la Belgique au championnat d'Europe junior à Ixted. Tout à fait. Ensuite, vous avez formé plusieurs chevaux de Grand Prix. Vous avez participé au championnat du monde des jeunes chevaux en 2017 et 2019. Et c'est en 2021 que vous avez commencé à vraiment vous faire connaître sur la scène internationale, avec notamment 2 chevaux qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Flambeau et First Step Valentine, qui étaient réservistes. Et c'était, je crois, quand même un moment assez dingue, puisque c'était la première fois que la Belgique présentait une équipe de dressage aux Jeux Olympiques depuis 1928. Oui. Ensuite, vous avez été championne de Belgique senior. C'était en 2020, pardon, et de nouveau en 2023. Et vous avez qualifié la Belgique pour les Jeux Olympiques de Paris cette année, où vous avez été avec nous sur cette magnifique piste de Versailles. Est-ce que, Larissa, on pourrait commencer et que vous nous parliez un petit peu de vous, de qui vous êtes? On aime bien poser cette question au début, savoir un peu quelle est votre personnalité, quels sont vos traits de caractère, comment est-ce que vous êtes tous les jours à vivre?
Alors déjà, j'ai une vie de maman, la première chose. Donc forcément, c'est quelque chose qui est la vie de toutes les femmes, quasiment. Voilà, je suis quelqu'un, je pense, de tolérant, gentil, parfois un peu impatiente. C'est vrai que voilà, j'ai construit ma vie autour des chevaux depuis très jeune. Aujourd'hui, mes enfants suivent un peu les traces. Elles ont l'air en tout cas passionnées toutes les deux. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien transmettre aussi. Maintenant, c'est pas du tout une obligation, mais je dirais qu'en dehors du milieu des chevaux, j'ai une vie tout à fait classique. Je gère ma famille. Voilà, j'ai plein de copains. Je fais plein d'autres activités très chouettes. Voilà. Vous êtes très dynamique, mais c'est aussi à l'image de votre parcours et de la trajectoire que Léa vient de raconter. Est-ce que vous pourriez nous raconter le début de toute cette histoire ? Comment est-ce que vous avez commencé à monter à cheval ? Où est-ce que tout ça a commencé ? Est-ce que vous étiez issu d'une famille de cavaliers ou pas du tout ? Alors, ma maman était cavalière amateur, mais en fait, elle a repris quand j'avais plus ou moins 8 ans. C'est vrai que moi, j'étais passionnée déjà quand les chevaux passaient dans la rue. J'adorais le bruit des fers sur les pavés devant chez moi. J'étais déjà vraiment subjuguée par les chevaux. Donc, je pense que mes parents ont vu tout de suite qu'il y avait une passion qui pouvait se créer. J'ai directement accroché. J'ai commencé vers 4-5 ans dans un petit poney club, que d'ailleurs ma fille est encore aujourd'hui. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai vraiment mordu à l'équitation. J'ai d'abord monté beaucoup en poney, puis j'ai fait plein de voltiges. Je faisais aussi beaucoup de pony games pour commencer. Puis j'ai beaucoup de jumping, puis un peu de cross. Puis c'est vrai que c'est à partir de l'âge de 14 ans que j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans le dressage. Et puis j'ai eu la chance je pense que je travaille beaucoup et que j'ai eu la chance qu'on me confie beaucoup de chevaux, très jeune en fait. Je voulais un petit peu me démarquer par ça, parce que c'est vrai que à la base, c'est un sport qui est quand même onéreux, et c'est quand on n'a pas spécialement les moyens d'avoir directement des chevaux comme ça, il faut le mériter autrement. Donc il faut travailler. Et moi, c'était quelque chose qui était important pour moi, c'est qu'on me reconnaisse par mon courage, en fait, ma détermination. C'était quelque chose qui était important très jeune, dès l'âge de 9-10 ans. J'aimais bien qu'on dise qu'est-ce qu'elle bosse. Non, elle fait les couloirs, elle nettoie les abreuvoirs. Enfin voilà, j'étais du matin au soir dans les écuries. Je travaillais comme une acharnée. J'adorais ça. Ce qui paraît presque finalement, ce qui paraît évident maintenant, on a envie de dire, oui, en fait, le contact du cheval, c'est aussi tous ces à côté, bien sûr, être un cavalier, être une cavalière, ça commence par là, quelque part. Moi, je vois les choses comme ça, évidemment. C'est vrai que maintenant, les générations qui arrivent sont un petit peu différentes de nous, avec les réseaux sociaux, etc. Nous, évidemment, ma génération, on vivait dehors, on vivait plus avec les chevaux, encore, je pense, plus que maintenant. On était plus accrochés à être vraiment avec la nature et proche, encore plus proche, je pense, de l'animal. C'était quelque chose qui était essentiel. En tout cas, pour mon équilibre, mon bien-être, c'était très, très important. Vous avez réussi à garder ce côté-là malgré malgré le sport de haut niveau, on va dire, parce que quelque part, ça nous tient toujours un peu éloignés. On a des grooms, on est souvent loin des écuries, on vit dans un monde qui est assez loin de ce monde très rural où on arrive le matin tôt aux écuries, on gère les box, on gère les chevaux, etc. Vous arrivez quand même à garder Alors, on garde un contact évidemment avec les chevaux, évidemment, c'est essentiel, parce que si on perd le feeling, qu'on n'a pas cet amour comme ça pour nos chevaux, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien. Maintenant, c'est vrai que plus on avance et qu'on prend du niveau, on a besoin d'être encadré par une équipe, mais qui a les mêmes valeurs que nous. Ça, c'est déjà la première chose. La même vision du sport, la même vision de l'éthique, la même vision de l'amour des chevaux. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Oui, je ne sais pas qu'on peut garder la même insouciance, un peu la même fraîcheur que quand on est enfant, mais on garde de toute façon la même ligne de conduite et le même amour pour les chevaux. Ça, c'est certain.
Est-ce qu'on pourrait revenir, Larissa, un peu sur votre carrière, sur votre parcours? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les différentes étapes qui vous ont mené à où vous en êtes aujourd'hui, les grandes étapes, et puis peut-être même les personnalités qui vous ont aidé sur votre chemin? Alors, les différentes étapes, c'est vrai que après les championnats d'Europe en poney, donc en 96, j'allais dire 96, ce sera 96. Voilà, on m'a compris. Je suis partie, j'ai fait les championnats de Belgique en junior, puis je suis partie en Allemagne chez Norbert Van Laak, qui est un entraîneur allemand, chez qui je suis restée 2 ans. Donc là, comme je dirais, j'ai fait un peu mon service militaire, quoi. C'était un peu, c'était coriace, mais bon, j'avais vraiment envie d'apprendre, j'avais envie, pareil, un peu de me démarquer pour mon travail, et puis me démarquer aussi parce que j'avais envie de prouver que je savais monter à cheval, qu'il y avait quelque chose à faire avec moi aussi, même si j'avais déjà un curriculum. Mais on arrive là-bas, on dit ça gentil, mais tu feras les box comme tout le monde, pas de problème. Enfin, voilà. Et puis je suis rentrée en Belgique. J'avais un cheval qui s'appelait Dream Boy, qui est toujours vivant aujourd'hui d'ailleurs, avec qui j'ai gagné les 6 ans. Et puis voilà, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. J'ai pas mal d'élèves qui ont commencé à bien monter. Je les ai amenés au championnat d'Europe en poney en junior. Donc, je commençais un petit peu à me faire connaître en plus de mes résultats en tant que coach, même si j'étais très jeune. C'est pas facile. Quand on est jeune, il faut aussi faire sa place. Quand on a des gens qui sont déjà très, je dirais, calés en la matière, on doit quand même faire encore de preuves. Et puis, j'ai continué à travailler, à performer. Et puis, j'ai rencontré mon mari, Grégoire, avec qui on a construit en fait nos écuries à Braine-l'Alleud. On a d'abord loué une écurie, puis on a fait construire. Et puis là, je dirais que les choses ont commencé un petit peu à s'accélérer. J'ai commencé à travailler avec Eddy, qui est toujours mon coach aujourd'hui, Mariette Futag, avec qui je travaille depuis 25 ans, qui était juge olympique, qui est quelqu'un qui a vraiment un œil très aigu, très fin sur la technique et sur je dirais sur comment amener son cheval à faire vraiment de l'excellence et des magnifiques mouvements. C'est qu'est-ce que recherche le juge, l'œil du juge. Déjà maintenant, les choses ont beaucoup évolué, mais ça on peut en revenir après. Donc ça a commencé un peu comme ça. J'ai commencé à avoir, surtout, on a commencé un petit peu à investir dans les chevaux. J'ai eu la chance de pouvoir, via des contacts, travailler avec Jo van Uitert, qui est un étalonnier allemand, en fait, qui est l'étalonnier de Gribaldi, Vivaldi, enfin toutes ces grandes stars hollandaises, pardon, je dis allemand, c'est hollandais, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc on a fait des partenariats un peu. Bon, de là, j'ai eu des chevaux comme Fame, qui aujourd'hui évolue sous la selle de Karl Lester. Enfin, c'est vraiment une fierté extraordinaire. C'est un peu le maître absolu. C'est tout le monde l'idolâtre. Voilà, il s'est fait que le cheval que j'ai trouvé aujourd'hui, il est monté par lui. Et je l'ai vendu. Et puis, il a évolué tellement super bien qu'il était déjà crack à 5 ans. Voilà, c'est toutes des étapes un peu qui ont permis aussi d'avancer non seulement dans le milieu des chevaux, mais aussi financièrement, qui ont un petit peu mis un peu du beurre dans les épinards, etc. Puis il y a eu Valentin, avec qui on a acheté ensemble à 3 ans. Ce cheval a fait, c'est vrai, énormément de résultats dans les jeunes chevaux en France. Il a gagné beaucoup de championnats en France, etc. Et puis, c'est vrai que moi, comme j'étais un petit peu, comme on dit, la bosseuse derrière le rideau, moi, je faisais un peu le travail de coulisses. Donc, je dressais les chevaux pour les autres. Voilà, et puis les autres allaient en concours, et moi je continuais à dresser derrière le rideau, et puis je devais vendre parce qu'il y avait toujours des raisons un peu financières. Et puis, oui, Valentin, il brillait dans les jeunes chevaux. En 5 ans, il a fait une 8e place. En 7 ans, il a fait une 9e place. Donc c'était super bien parce que c'était vraiment un cheval que je pensais chouette, mais qui finalement s'est vraiment donné à fond, qui m'a un peu fait connaître encore en plus. Et puis, il y a eu l'arrivée de Flambeau. Flambeau, c'est une histoire un peu particulière parce que ce cheval-là, c'était un cheval qui était à la base étalon en Suède, qui était un des 10 meilleurs étalons producteurs. Donc, il a été acheté pas mal de sous à 3 ans par Lofstad Stable en Suède. Donc, il était un des 10 meilleurs étalons producteurs.
Et puis le cheval était excessivement compliqué. Donc je pense qu'au niveau du contact, ce que je peux comprendre, ça devait être déjà très compliqué à 4 ans. Donc il a shifté sur le jumping. Donc le cheval a fait 2 ans de jumping en 6 ans, 7 ans, début 17 ans. Puis je pense qu'au niveau caractère, les bidets, les rivières, ça devait être un peu compliqué. Et donc, il est retourné en dressage, le cheval, où, dans une écurie très, très connue au Danemark, ça n'a pas abouti. Donc, un jour, j'ai une de mes copines, Ludivine, qui m'appelle et me dit, écoute, Chichi, parce que c'est mon petit nom, elle me dit, écoute, j'ai un cheval qui a des origines de dressage, mais il ne savait rien en faire, et il est trop compliqué, donc moi, je le reprends pour le jumping, mais est-ce que tu veux l'essayer? Le cheval, il allait avoir 9 ans. Quand même, pas tout jeune, quoi. Donc, elle dit, mais je peux l'essayer combien de temps? Le temps que tu veux... Ça ne pose pas de problème. J'ai dit, ok, donc à mon avis, c'est très compliqué. Donc j'ai eu le cheval à l'essai pendant 15 jours. Et puis j'ai dit à mon mari, c'est impossible, je n'y arriverai pas. C'est trop compliqué, le cheval est trop difficile, il est trop émotif, il est trop sauvage. Jamais méchant, mais il y a tout à faire. Bon, heureusement, il changeait de pied des 2 côtés correctement, mais c'était tout, quoi. Alors, il ne tournait pas à gauche, c'était compliqué aussi, donc on prenait les murs. Et puis j'ai dit, non, on va pas acheter ce cheval, c'est trop compliqué. Il m'a dit, si, tu vas le faire, ça va le faire. Tu vas y arriver. Puis le cheval est à Tokyo 3 ans plus tard. C'est une super belle histoire. Et puis voilà, j'ai eu la chance aussi de pouvoir garder mes chevaux, parce qu'à un moment, j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont racheté au fait mes parts de mes chevaux comme mécène, en fait, pour que je puisse continuer à faire du sport. C'était la première fois de ma vie, en fait, que j'avais l'opportunité de garder mes chevaux pour aller au plus niveau. Les 2 chevaux que j'ai pu garder étaient tous les 2 sélectionnés pour Tokyo, donc ça c'était merveilleux. Et puis voilà, malheureusement en 2020 j'ai perdu mon mari le 6 mai. On avait fait toutes ces années ensemble pour construire vraiment ce but d'aller au Grand Prix. Il me disait d'ailleurs, pas très longtemps avant de partir, il me disait, j'en ai un peu marre de faire des volts et des cercles, ça serait bien qu'on fasse du Grand Prix. Donc, et puis, voilà, Greg est parti, et puis il ne m'a jamais vu monter au Grand Prix, parce que j'ai monté la première fois à Valentin Grand Prix 1 mois et demi après son décès. Et puis, j'ai commencé les Grands Prix avec Flambeau en février de l'année d'après, et il était au jeu au mois de juillet. Donc, c'était évidemment exceptionnel pour moi, pour le chemin, continuer le chemin. C'était très important pour moi, pour mes enfants. C'était très important de tenir la barre. Ouais, c'était une expérience très chouette, Tokyo, parce que c'était la cerise sur le gâteau. On nous y attendait pas, pardon. Parce que, en fait, simplement... on n'a pas été sélectionné parce qu'on l'a un peu mérité. On a été un peu sélectionné un peu par dépit, parce qu'il y a des équipes qui avaient plus les critères, etc. Donc nous, on est un peu arrivé là en disant, mon Dieu, mais ok, il y a encore une équipe qui a sauté, mais il en reste 2. Encore, il en reste une, avec la Finlande, je pense qu'il restait. Puis j'ai dit, mais mince, on y va là, on y va. Donc en fait, on s'est retrouvés vraiment, on serait sur le gâteau, sélectionné pour Tokyo. Bon, mon cheval a fait 4 Grands Prix, donc il était vert de vert. Il est arrivé dans le stade mauve de Tokyo, il avait les yeux qui sortaient de la tête. Donc c'était une expérience géniale. Bon, c'était compliqué parce que c'était en plein Covid, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un peu les mêmes activités que dans des jeux normaux. Heureusement, on a pu aller dans le village olympique, où là, on commence à fonctionner, etc. Cette espèce de fourmilière insensée. Mais non, c'était absolument génial. Et puis voilà, après Tokyo, les choses se sont enchaînées. Flambeau fait de plus en plus de résultats. Valentin aussi. Et puis les jeunes chevaux, j'essaie encore former des jeunes chevaux. J'ai pas mal d'élèves qui ont bien fonctionné. Bon, c'est pas toujours facile parce que quand même gérer tout en même temps, les filles, voilà, parce que quand mon mari est parti, moi, ma fille avait 7 ans et ma grande avait 7 ans et la petite avait 22 mois, donc c'était hyper compliqué pour moi de gérer tout. Heureusement, j'ai des parents extraordinaires qui m'ont vraiment aidée. Donc heureusement que mes chevaux
avait été sécurisé, je dirais, par Cathy et Thierry. La vie a fait que on m'a arraché Cathy et Thierry aussi une année après dans un accident de voiture. Et les enfants de Cathy et Thierry ont repris le flambeau. Donc, ils ont racheté la totalité de flambeau pour me permettre de continuer mon sport et ma vie. Donc, aujourd'hui, je peux dire que certaines personnes ont sauvé ma vie, mes chevaux ont sauvé ma vie, celle de mes enfants. Ensuite, c'est vrai que j'avais fait une promesse. Après, il y a eu tous les grands prix, les championnats d'Europe, les championnats du monde avec Valentin. Donc, c'est vrai que j'ai pu un peu faire les grands prix un peu avec chacun des deux. Puis Flambeau s'est quand même démarqué dans sa qualité. Même si Valentin est plus jeune, mais il était un peu étalon. Aujourd'hui, il est castré, donc j'espère que ça va encore aller mieux. Et puis, il y a eu les Jeux de Paris qui étaient la cerise sur le gâteau. Riesenbeck, on l'avait mérité. On avait travaillé pendant 2 ans de façon acharnée en équipe pour avoir vraiment une équipe super soudée. Ça, je pense que c'est aussi la clé. C'est qu'on s'adore. Et il y a vraiment une super mentalité dans l'équipe belge, je pense, vraiment. Et on avait cette volonté de percer. On avait l'équipe pour pouvoir aller accéder à cette sélection déjà du pays. Donc là, on était tous évidemment euphoriques. C'était génial. Et puis, la sélection individuelle, dernière minute pour Paris. Et voilà, ça, c'était vraiment une promesse que j'avais faite à Greg d'aller aux Jeux Olympiques de Paris parce qu'il était français. Donc, c'était important pour moi. C'était mon but depuis les 4 années avant. Et voilà, j'avais fait mon job. J'avais fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, mes enfants vont super bien. C'est le plus important, bien évidemment. Mes chevaux aussi. Moi, je suis très heureuse dans ma vie. Je me sens très épanouie. J'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir des familles formidables, plein de copains. Donc, c'est très important pour moi. Je ne compte pas m'arrêter là, en tout cas. Après le décès de votre mari, j'ai le sentiment comme ça que vous ne vous êtes pas laissé dévorer par le deuil, par le chagrin, et c'était vraiment important pour vous de continuer de travailler, de continuer à aller à la compétition, de monter les chevaux. Comment je vais expliquer ? J'ai été dévorée par le chagrin, non, je pense. Je ne remets pas du tout ça en question. Non, mais je peux exprimer les choses. Ouais. Oui, c'était extrêmement douloureux et extrêmement difficile. Mais par contre, j'avais un but. On avait un but ensemble. Pour moi, c'est important d'honorer ce but. C'était quelque chose c'était essentiel pour moi. De continuer le chemin. Donc, c'est vrai que très vite, je ne dis pas que je montais tous les jours beaucoup de chevaux, mais en tout cas, j'en montais 1 ou 2 par jour pendant, je dirais, 2 mois. Après, pour moi, c'était compliqué, mais après 2 mois, j'ai commencé à vraiment retrouver un rythme normal, recommencer à donner cours et continuer à tracer ma route, continuer dans mes objectifs. Dans tout ce que vous racontez, et ça m'a soulevé déjà tellement de questions et tellement de sujets différents, mais dans tout ce que vous racontez, on a vraiment l'impression que vous avez écrit votre histoire. Du début jusqu'à la fin, vous avez été vraiment auteur et personnage principal de votre narration. Réellement, c'est comme ça qu'on le ressent. Et qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Vous dites que vous avez des personnes qui vous ont suivi, mais quand on vous écoute, on sent bien que tout ça, c'est pas juste un joyeux hasard et des malheureux hasards, c'est aussi plein de choses que vous avez soulevées, mais on va en reparler. J'aimerais revenir sur Flambeau parce que ça aussi, c'est une histoire. On a l'impression d'écouter un livre quand vous en parlez. Un cheval qui n'arrive que sur la scène internationale, enfin qui ne revient dans la discipline qu'à 9 ans, qui a basculé du saut d'obstacle au dressage, qui était immontable et qu'on voit, parce que j'étais en bord de piste tout à l'heure pour prendre des images de vous à la piste, et j'aurais jamais pu imaginer en tout cas, qu'il puisse avoir été le cheval que vous décrivez en ce début d'épisode. Comment est-ce que vous avez géré le travail de Flambeau ? Comment est-ce qu'on fait évoluer un cheval comme ça ? C'est quoi les clés ? C'est le temps, la patience, le travail, l'entourage. J'imagine que c'est une recette de tout ça, mais comment est-ce que ça s'est passé avec Flambeau, concrètement ? Alors, un cheval comme Flambeau, on ne le dresse pas, on l'apprivoise déjà. Parce que c'est un cheval qui était terriblement anxieux. Les hommes n'approchaient pas.
Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'était un cheval qui était absolument pas dans la douceur. Il fouillait vraiment les caresses. C'était impossible de toucher son nez, de faire des bisous, impossible. Il aimait pas, quoi. C'était pas son truc. Il n'a jamais été méchant. Il n'a jamais fait un signe de rétivité. Mais par contre, il était extrêmement tendu, anxieux et parfois violent, mais jamais méchant. Et honnêtement, c'est vraiment avec la patience, énormément de travail, recommencer, répéter. Et puis, après 1 an et demi de boulot, quand j'ai commencé à mettre un peu le piaf passage dedans, où je me suis dit, mais mince, mais c'est une superstar, vraiment. Alors que pendant 1 an et demi, je me dis, ouais, le cheval est chouette, franchement, il évolue correctement. Je me suis pas dit, waouh non plus. Mais au moment où on a commencé les allées relevées, là, je me suis dit, waouh, ça va être pas facile, mais il y a moyen d'en faire un petit bijou, quoi. Une petite pépite de ce cheval-là. Donc, j'ai continué. Et puis, au début, mes résultats étaient waouh, et puis pas bien, et puis ouais, parce que il était parfois, il se laissait vraiment submerger par ses émotions. Et du coup, il faisait faute sur faute dans les épreuves, il n'arrivait pas à se contenir, donc une fois qu'il enchaînait une faute, il angoissait, puisqu'il avait une faute, donc il les enchaînait un peu. Aujourd'hui, il est quand même super constant, ça fait, je dirais, 2 ans, c'est vraiment la 2e année qu'il est vraiment constant, donc on voit quand même que le cheval, en fait, a dû prendre le temps, parce que comme il a commencé vraiment à travailler sur le plat à partir de 9 ans, il était très en retard, forcément, au niveau de la base du travail. Mais par contre, je dirais la rapidité avec laquelle il a récupéré le niveau, c'est juste bluffant, c'est incroyable, parce que le cheval est vraiment bourré de talent. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner sur ce chemin de comportementaliste, ou est-ce que vous avez fait, j'en sais rien, du travail à pied? Est-ce que vous avez fait des sorties spécifiques? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé, en fait, le process? Alors, j'ai fait beaucoup de mon travail, évidemment, de plat, etc. J'étais en promenade, au bois, il adore, la mer. Plus jamais. Ça, c'est vraiment pas le bon plan. Il est mortifié. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'éthologie avec le cheval. Ça m'a énormément aidé. Vraiment, la personne qui l'a pris d'abord pour le déstresser, aujourd'hui encore, quand le cheval est trop anxieux, parce qu'il faut savoir que Flambeau peut rentrer dans des stades de 10 000 personnes sans bouger, mais par contre, la porte à la maison reste quand même toujours compliquée de temps en temps. Donc, c'est vraiment particulier, quoi. Il va monter dans un Boeing, mais il n'aimera pas le pot de fleurs qui est à côté. Donc, c'est très particulier. Donc, quand le cheval est anxieux, il y a certains mouvements que je fais, des exercices que je fais à pied, pour que le cheval se connecte avec moi à pied. Donc, par exemple... on tapote un peu sur le ventre pour que l'encolure s'abaisse. Vraiment, il doit rester à ras du sol sur l'encolure, vraiment relâché. Et seulement quand il reste tout seul, sans plus aucune pression, il est relâché, c'est qu'il est connecté avec moi. Et à la maison, je le couche devant la porte, par exemple. Donc je prends le temps que le cheval se couche, respire. Parce que c'est un cheval qui se met beaucoup en apnée quand il est angoissé. C'est pour ça que sur ligne de temps, j'ai souvent beaucoup de problèmes, parce qu'il commence les temps, il ne respire pas. Donc il fait les 15 sans respirer. Pour lui, c'est super fatigant. Donc il fallait apprendre à respirer. Donc le fait de se coucher et de vraiment soupirer au moment de se détendre et de se mettre confortablement sur le sol, ça a tout changé. Vous nous avez dit, et puis j'avais lu que donc vous aviez fait du jumping et du cross. Alors ça, j'avais pas l'info, vous aviez fait du cross. À quel moment et pourquoi surtout? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le dressage alors que le jumping aujourd'hui est quand même beaucoup plus visible et notoire? Et puis mon autre question, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté? J'imagine que vous en avez sans doute retiré des choses dans votre pratique aujourd'hui. Alors, je suis simplement passée du jumping au dressage. D'abord, le cross, c'était moins ma discipline. Le jumping, j'aimais bien. Je faisais quand même des beaux parcours en poney. Mais voilà, je me suis dirigée plus vers le dressage parce que j'aimais bien les sensations, j'aimais bien l'harmonie, j'aimais bien ce que ça dégageait. J'aimais bien le côté artistique aussi. Je trouvais ça vraiment super chouette. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir fait du jumping? C'est que
Voilà, ça donne beaucoup d'assurance, on n'a pas peur, voilà, même si les cavaliers de jumping croient toujours que les dresseurs ont peur, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Donc non, c'est vrai que ça donne une autre vision des choses, voilà, ça simplement. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système aujourd'hui ? Alors, je ne savais pas que vous aviez autant d'élèves, que vous coachiez à ce point. Quelle part est-ce que ça prend dans votre système ? Est-ce que vous avez encore autant de jeunes chevaux, d'élevage ? Je crois que vous avez quand même vous faites naître des chevaux. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, non, je n'ai pas énormément d'élèves, j'en ai quelques-uns parce que je préfère me concentrer un peu plus sur quelques-uns que d'en avoir trop. J'ai pas le temps, donc je préfère faire du bon boulot. Le matin, je monte mes chevaux, je les pose devant mes filles, et puis je monte mes chevaux en général toute la matinée, puis je donne les cours l'après-midi. Simplement, voilà, classique. Vous continuez l'élevage dans un objectif de commercialisation, de faire vivre votre système ? Alors, je ne fais plus naître moi-même parce que c'est trop de boulot et voilà. Donc, mais par contre, j'ai acheté des poulains qui maintenant vont prendre 3 ans l'année prochaine. J'en ai racheté 4. J'espère qu'il y aura des chouettes là-dedans parce que c'est vrai que c'est toujours un peu une loterie, on ne sait jamais. J'ai un excellent 6 ans. J'ai aussi un 4 ans d'une de mes élèves qui est vraiment extra. Et j'espère que le 6 ans sera ma relève. Ça, je pense vraiment que j'ai la chance d'avoir un très bon cheval qui suit après Flambeau. Vous aimez ce travail de longue haleine que l'on fait sur les jeunes chevaux, les récupérer, les former, tout leur apprendre, tout leur expliquer, tisser ce lien sur un temps très long ? C'est ce que je préfère. Parce que d'abord, c'est vrai que j'ai souvent très longtemps été cantonnée en tant que cavalière jeunes chevaux. Parce que justement, je ne peux pas les garder. Et je trouve ça assez génial quand on dégote un peu un cheval, on se dit, bon, pas mal. Et que plus on travaille, plus on se rend compte qu'il y a vraiment il y a du feu dans les pattes, quoi. Ça, j'adore. Et quand les chevaux se révèlent sous la selle, et qu'en fait, on se dit, waouh, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais c'est ce que je préfère. Quand vraiment les jeunes chevaux se révèlent et qu'on se dit, on a tout à faire là-dedans, c'est génial. Vraiment chouette. Tout à l'heure, vous parliez de Tokyo et de ce chemin qui vous y a amené. Et j'aimerais savoir comment vous avez abordé Tokyo, parce que c'était à de multiples égards une situation particulière. C'était la première fois que la Belgique était qualifiée pour les Jeux. Vous sortiez d'une période de deuil qui avait été très compliquée. Vous arriviez à Tokyo avec 2 chevaux que vous aviez formés, notamment avec votre mari. C'était vraiment aussi l'aboutissement de cette histoire. Vous arriviez donc pour la première fois, après seulement 4 grands prix dans un championnat olympique. Comment est-ce que vous avez fait pour être prête physiquement, mentalement, mais aussi dans le travail, techniquement, physiquement? Comment est-ce que vous avez mené les derniers mois, la dernière année, on va dire, avant Tokyo? Déjà, honnêtement, j'étais pas préparée à Tokyo. Donc moi, j'étais surtout... on a appris ça vraiment tellement sur le tard. C'était, je pense, qu'on était sélectionné 15 jours avant. Donc on n'est pas passé par tout ce système où on a rentré dans le système pour le doping, où là on est vraiment briefé à fond, on doit remplir nos calendriers. Mais par contre, oui, moi j'ai continué clairement à m'entraîner, peut-être pour décrocher une place individuelle. Mais bon, il y en avait d'autres qui étaient déjà sélectionnés individuels. On savait pas trop, c'était quand même très flou. Ça n'avait rien à voir avec Paris, qui était clairement, là on était vraiment, c'était notre objectif, quoi. Mais mentalement, c'était, on y va, quoi, go, straight to the point, et on a la possibilité d'y aller, on fonce, on a l'opportunité de faire ce genre de compétition, on dit que c'est juste exceptionnel. C'est quand même, tout le monde ne peut pas avoir accès à ce genre de compétition, c'est quand même l'aboutissement d'une vie d'un sportif. Ça, je crois que c'est le rêve de tout athlète, de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, vraiment. Vous étiez fière de ce que vous avez fait sur place, malgré les petits couacs, malgré le cheval un petit peu impressionné? Est-ce que vous avez été satisfaite de la compétition, de la performance et de ce bout de l'histoire? Je n'étais pas très satisfaite de la performance. J'étais fière de moi, je pense quand même, j'ose le dire.
J'étais fière de participer, en tout cas, à cette compétition. Je savais que l'épreuve n'était pas parfaite du tout, mais bon, c'était pas très grave. Je savais aussi que le cheval en avait plein sous le pied, donc c'était pas un souci, mais qu'il y avait encore du travail. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu du dressage, de la discipline. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée, qui était il faut que le cheval et les mouvements plaisent à l'œil du juge, et que ça avait beaucoup changé. Nous, on n'est pas expertes du dressage en réalité, mais même si quand même on arrive à y toucher un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces évolutions-là, en quoi c'est devenu peut-être encore plus subjectif que ça ne l'est déjà? Comment expliquer? Bon, il y a eu tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des activistes, etc. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt justes. Il y a eu un peu des dérives de temps en temps qui n'étaient pas justifiées au niveau des entraînements, etc. Je pense c'était bien de signaler quand même qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas. Je trouve par contre que les extrêmes sont toujours mauvais, donc que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande vraiment de faire attention au bien-être animal, ce qui est tout à fait normal, de montrer une équitation qui est de plus en plus positive. On veut voir de plus en plus d'harmonie dans les mouvements, que le cheval ait envie de le faire, qu'il fait ça avec plaisir, qu'il ne soit pas contraint à le faire. Je pense qu'un cheval qui est vraiment contraint, qui n'aime pas, il ne fait pas de toute façon, ça c'est certain. Maintenant, il faut faire attention, pas non plus tomber un peu parfois être un peu ignorant et faire des amalgames avec tout. Je pense que quand par exemple, on a un cheval qui est un peu court dans l'encolure, on ne peut pas dire que le cheval est complètement capuchonné ou qu'on fait une roll-cure. Il y a des chevaux qui ont déjà une position d'encolure naturellement avec le nez tout à fait vers l'avant. Bon, ben voilà, lui, il est bien foutu, mais il y en a un autre qui serait moins bien foutu, il faudra travailler pour essayer de l'améliorer. C'est pas parce que le cheval est un peu court que c'est forcément le cavalier qui l'emboutit. C'est que le cheval est construit comme ça. Il faut faire avec la construction du cheval et essayer d'améliorer justement cette position, je dirais, de mise en main pour que ce soit le plus beau possible, le plus juste possible par rapport aux critères de jugement. Alors, on avait eu la conversation, mais je suis incapable de me remémorer le contexte avec qui, etc. Mais on avait discuté des notes en dressage avec quelqu'un qui nous disait, en fait, il y a eu une sorte d'évolution dans la façon de noter les cavaliers, où aujourd'hui, on ne note pas que la technique, un mouvement bien réalisé, on note aussi un petit peu le fait que ça brille. Il faut que le cheval ait des mouvements de plus en plus impressionnants, etc. Et que quelque part, ça avait aussi déformé peut-être cette évolution-là, le jugement, la façon de monter, ce qu'on attendait du cheval. On lui demandait d'être toujours plus expressif, toujours plus aérien, toujours plus impressionnant dans le mouvement. Et que ça potentiellement, ça avait pu parfois être délétère pour le bien-être du cheval, parce que finalement, on ne lui demandait pas juste de réaliser un beau piafé, un beau changement de pied, mais de le faire avec une telle effervescence que ça devenait très compliqué. Alors oui, tout à fait. On est revenu plus à des mouvements naturels. Maintenant, on privilégie de nouveau beaucoup plus l'harmonie avec le cheval. Alors, il ne faut pas non plus... il faut quand même que ça soit super expressif, élégant, actif. Donc, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, dans le temps, les chevaux étaient beaucoup plus emboutis devant, beaucoup plus courts, avec des mouvements qui étaient beaucoup plus saccadés, beaucoup plus actiques, comme on dit, un peu, oui, très saccadés. C'était des mondes beaucoup plus en force et plus c'était impressionnant un peu dans le mouvement, plus on avait des points, je dirais, au détriment de l'harmonie. Aujourd'hui, on va avoir des chevaux qui sont peut-être moins expressifs, qu'ils sont quand même très très forts, mais ça reste beaucoup plus léger, beaucoup plus doux à regarder, et ça c'est très important, je pense. Alors, sujet un peu de tension, mais c'est pas dans ces questions-là, parce que c'est quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé tout à l'heure de l'esprit d'équipe dans l'équipe belge, et que c'était vraiment pour vous l'une des principales clés de la performance de votre équipe. Si je peux me permettre, je crois que c'est un des éléments, en tout cas une des clés qui manque encore au dressage français. On n'avait pas ces derniers championnats une équipe soudée, comme on peut le dire. On avait des équipes sous tension quand même ces derniers temps. Comment est-ce que ça se construit, ce phénomène? Comment est-ce qu'on construit une équipe? Qu'est-ce que vous avez pu regarder? Nous, on avait... Alors,
on avait reçu à ce micro Jean-Maurice Bonneau, qui avait été sélectionneur de l'équipe de France de saut d'obstacle et qui nous avait beaucoup parlé de ça. Et lui, il était justement, je pense que c'était un personnage extrêmement fort pour construire une équipe. Pour fédérer, exactement, pour fédérer, pour rassembler, pour faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau et aille dans la même direction. Comment est-ce que ça se construit chez vous en Belgique et dans votre équipe ? On a commencé déjà, ça a commencé vraiment au début avant Riesenbeck, donc quand même une bonne année avant. On avait des objectifs qui étaient très, très clairs, qui étaient clairement au-dessus de ce qu'on faisait. Donc on s'est dit, il faut qu'on bosse. Moi déjà, j'avais déjà fort sympathisé avec Demine par exemple, qui était déjà dans l'équipe à Tokyo, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui. C'est vrai que on a construit un peu cette équipe avec Flore, avec Charlotte, jusqu'à Riesenbeck. C'était vraiment quelque chose qui nous a soudés très très fort d'avoir ces résultats-là. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Je pense qu'on n'arrive pas à avoir une équipe soudée si on se tire les pattes ou si l'ambiance n'est pas bonne. C'est pas possible. Il faut souhaiter le meilleur pour chacun pour essayer que l'équipe soit au meilleur niveau. Et vous ressentez vraiment que sur un championnat comme les Jeux Olympiques, c'est indispensable de fonctionner en équipe, en tout cas pour vous ? Oui, il faut absolument que ce soit bienveillant et que chacun souhaite le meilleur pour les autres. C'est super important parce que sinon on n'a pas l'esprit sportif simplement. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Je veux dire, Valentin, aujourd'hui, a 13 ans. Voilà, moi, j'étais très, 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 très copine avec Charlotte de Falck. Je lui ai confié mon cheval pour la saison. C'est elle qui va monter Valentin aujourd'hui parce que je pense que s'il y a peut-être encore une carte à jouer, alors c'est pas donné tout de suite, parce qu'il faut que le couple se fasse, etc. Mais oui, elle peut peut-être percer et rejoindre l'équipe. Moi, mettre 2 chevaux dans l'équipe, c'est juste génial. J'aimerais changer un peu de sujet et venir sur un sujet un peu plus personnel. Vous êtes maman. Donc vous êtes maman maintenant, si j'ai bien calculé par rapport à ce que vous m'avez dit. Le premier a 13 ans 12 ans. 12 ans. Et la deuxième a 4 ans. Non, la grande a 12 ans et la petite a 7 ans. 7 ans. Voilà. Au moment où vous les avez eus, vous n'étiez pas encore sur la scène internationale, mais vous aviez quand même une vie de cavalière et de sportive totalement présente. Comment est-ce que vous avez géré cette partie-là de votre vie ? Comment est-ce que vous avez réussi à gérer cet équilibre entre votre vie personnelle, la maternité, et votre vie sportive ? Tout s'est bien goupillé pour vous ? Moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir eu 2 grossesses formidables parce que j'ai monté quasiment jusqu'à, je pense, à 7 mois de grossesse pour Capucine et puis jusqu'au jour de mon accouchement pour Joséphine. Donc, j'avoue que j'ai eu beaucoup de bol, que j'étais en concours très rapidement. Je crois 3 semaines après mon deuxième accouchement, j'étais en concours au Touquet, 4 chevaux. Donc voilà, j'avoue que j'ai de la chance pour tout ça. J'ai su goupiller ma vie, de femme et de maman avec les chevaux. Je pense que c'est une question de... voilà, je pense qu'il y a des femmes dans le monde entier qui ont des boulots de PDG, d'avocates qui sont aussi à 1000 à l'heure et qui ont aussi des enfants et qui arrivent à tout goupiller. Et aujourd'hui, est-ce que vous le referiez ? Est-ce que vous vous poseriez les mêmes questions ? Parce que c'est un sujet qui est totalement factuel. Une femme qui fait du haut niveau peut difficilement avoir des enfants dans notre sport sans perdre des points ranking, sans perdre une place au très haut niveau. Alors, il y a autre chose dans la vie quand même que les poneys. Même si j'adore mon boulot, mais non, les enfants, c'est quand même... c'est tellement merveilleux. Je pense que, heureusement que j'ai mes filles aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est ma famille. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'une famille, c'est un clan. C'est un clan de nana aujourd'hui. Voilà, on est indécrochable. Et je trouve que c'est de plus en plus chouette parce qu'elles grandissent toutes les 2. Mon aîné a un humour... à décaper, et la petite a bouffé. Voilà, j'ai beaucoup de chance, heureusement, j'ai mes filles. En plus, qui m'accompagnent dans mon boulot, c'est vraiment super. Non, je crois que c'est quand même... toute femme a droit à faire ou pas faire des enfants, il n'y a pas d'obligation, je trouve que c'est vraiment... Mais pour moi, je suis contente de les avoir, quoi. Elles suivent vos traces ?
Alors, elle suit maîtresse gentiment. Ma grande fait du jumping, elle adore. Donc voilà, je vais un petit peu changer de discipline, à mon avis, dans les 20 prochaines années. La petite, elle monte aussi. À mon avis, elle sera plus dressage. Mais voilà, pour l'instant, le galop à fonction de Shetland, c'est très bien. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu, vous, en ce qui concerne l'équitation et que vous pourriez redonner à toutes les personnes qui vont nous écouter? S'il devait rester une seule chose, une chose fondamentale d'après vous, peut-être qu'on oublie de dire, ou en tout cas qui a été un game changer dans votre façon d'aborder l'équitation. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens et comment tu aimais les chevaux à la base. Et continue à transmettre ça, l'amour des chevaux. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous veillez réellement quand vous encadrez aussi, quand vous coachez, de ce respect, ce n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas pourquoi tu es sur cette selle aujourd'hui? Ah oui, c'est quelque chose qui est important. On en revient de nouveau à l'évolution de l'équitation en règle générale, surtout le dressage qui a été mis clairement en ligne de mire. C'est que tout le monde doit se remettre en question. Il y a un steward qui a dit une très chouette phrase à la réunion, justement, avant les championnats d'Europe. Il a dit, en tout cas, on a à vous féliciter parce que c'est vraiment beau à regarder dans les paddocks maintenant, l'évolution des dresseurs. C'est vraiment la plus jolie évolution. C'est vraiment tellement en progrès dans les dernières années ici que c'est remarquable. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un cheval du circuit actuel dans le dressage que vous aimeriez bien avoir dans vos box? Zozo. Zonic. Mais sinon, il ne me laissera jamais le monter. On lui posera peut-être la question. On arrive en fait sur la fin de l'épisode. C'est des questions un peu plus courtes, un peu plus légères, ou pas forcément. Quelle est votre plus grande fierté, à part... On ne peut pas parler de résultats sportifs. Donc, en dehors de vos résultats sportifs, quelle est la chose qui vous rend le plus fier? Mes enfants. Et s'il y a un moment dans votre carrière que vous aimeriez revivre toujours? Riesenbeck. Ah oui, Riesenbeck. Et où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Je dirais que c'était... je serais quand même gentiment vers la fin de ma carrière sportive, je pense. J'ai toujours dit que j'avais un souhait, en tout cas un objectif, un projet que j'aimerais bien développer, que j'ai commencé un petit peu à développer. C'est que je voudrais, moi, trouver des chevaux, financer des chevaux et les confier à des jeunes talents qui n'ont pas spécialement les moyens et qui, justement, pourraient développer leur talent parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et je pense que ça, c'était un peu ce qu'on a fait pour moi. C'est ce que Cathy et Thierry ont fait pour moi, en fait. C'était de me permettre de garder mes chevaux parce qu'ils considéraient que j'avais du talent. Et j'aimerais bien rendre l'appareil aussi, faire un peu la même chose. Peut-être une dernière question. Est-ce que un mot à adresser à tous ces jeunes cavaliers à l'heure de dressage, parce qu'on va essayer de penser à eux pour une fois, on va dire, parce que c'est vrai que nous, on n'en parle pas assez de dressage. Il faudrait qu'on reçoive plus de dresseurs dans ce podcast. Un mot à adresser à cette jeune génération de cavaliers dressage qui arrive sur la scène, qui va devoir se confronter à toutes les évolutions dont on vient de parler, mais aussi aux revendications des activistes, et puis à la discipline qui évolue et qui évoluera encore. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'il faut être courageux, il faut toujours rester dans les bonnes lignes de conduite. Respecter le sport, respecter son cheval, et pas se décourager, parce que parfois on a des grandes périodes de doute où on n'a pas spécialement les résultats qu'on attend, on est déçu, on pleure. Parfois ça arrive, on pleure parce qu'on est déçu du résultat et parce qu'aussi on est humain et qu'on a besoin d'exprimer aussi des émotions. Mais je pense que le travail est quand même très souvent récompensé. Je pense qu'il faut tenir bon, il faut s'accrocher. Merci beaucoup, Larissa. Merci beaucoup, Larissa. Merci beaucoup.